Alors qu'un gigantesque dragon commence à se désagréger et à entrer en éruption, une femme blonde nommée Faeria se réjouit, affirmant que le Seigneur des Ténèbres a finalement été vaincu. Devant elle, un homme étrange, Sinraku, qui ne porte qu'un slip sur le visage et les fesses, regarde le dragon en souriant et attend que le soleil brille au-dessus d'eux. Lorsque le ciel s'éclaircit, la femme derrière l'homme affirme que c'est grâce à l'homme, Sinraku, qui a vaincu le Seigneur des Ténèbres. Elle ajoute également qu'ils ont tous deux prospéré jusqu'à ce moment précis et affirme que le voyage a été long et difficile. Sinraku prend enfin la parole et lui dit que c'est le meilleur moment de sa vie. Alors qu'ils sont tous les deux heureux que tout soit terminé, Sinraku révèle qu'il n'est pas du tout de son côté et l'attaque par surprise alors qu'elle ne s'en aperçoit pas. Avant de l'achever, Sinraku lui fait savoir qu'il l'envoie à la place qui lui revient auprès du Seigneur des Ténèbres, et cette place, c'est l'enfer. Il est révélé que toute cette histoire illogique n'était qu'un jeu, et qu'un garçon solitaire et renfermé y jouait à l'aide d'un équipement VR. Le garçon enlève son équipement VR et fait la danse de la victoire, car il a finalement vaincu sa propre énergie simpliste et est maintenant un giga-chat. C'est l'histoire d'un garçon solitaire à une époque où les jeux normaux sont considérés comme rétro et où les jeux VR totalement immersifs comme celui que nous venons de voir sont devenus la norme. Sous le petit nombre d'œuvres d'importance se cache une énorme pile de sorties de jeux poubelles. La plupart des gens méprisent les jeux de ce type, car ils sont, entre guillemets, des déchets, mais pas notre protagoniste, qui recherche allègrement ces jeux et y joue un par un, car il trouve ces déchets plutôt amusants. Le garçon, dont le vrai nom est Rakuro Izutome, est un lycéen qui ne va jamais à l'école, et juste après avoir terminé le jeu poubelle précédent, il attend avec impatience d'essayer le suivant. En raison de sa chasse aux jeux trash, les normes de ce monde le traitent de monstre, et il s'appelle fièrement un chasseur de jeux trash. Un nouveau jour arrive et Rakuro décide d'aller à l'école pour la première fois. Alors qu'il s'apprête à partir, sa mère remarque un papillon qui vole autour de lui et lui dit de l'attraper rapidement, sous-entendant que sa mère est fascinée par les insectes. Il sort de chez lui et se rend à l'école, où il ignore tout le monde en se rendant à son cours. Une fille suspecte nommée Rei révèle qu'elle espionne Rakuro, et s'entraîne à lui parler, alors qu'elle rougit à l'idée de lui parler. Cela indique clairement qu'elle a le béguin pour lui. Bien sûr, Rakuro ne s'en rend pas compte et se rend directement à son cours sans même remarquer son existence. Après l'école, la scène se déplace dans un magasin de jeux, où le gérant accroche au mur une affiche concernant un éventuel nouveau jeu VR. La fille qui a le béguin pour Rakuro, appelée Rei, vient au magasin de jeux et révèle ses véritables intentions, qui sont de voir si Rakuro est là. La propriétaire du magasin découvre également les intentions de Rei, elle la plaint et lui dit que Rakuro n'est pas venu au magasin de jeux aujourd'hui. Alors que Rei commence à rougir d'embarras, la propriétaire du magasin la taquine encore plus et lui dit qu'elle a de la chance d'être si jeune et si amoureuse. Remarquant à quel point Rei s'intéresse à Rakuro, le propriétaire du magasin lui confie une information confidentielle, lui disant que Rakuro est actuellement occupé à essayer de craquer un jeu de trash très spécial, et que c'est pour cela qu'il n'a pas le temps de venir ici après l'école. En entendant cela, Rei demande au propriétaire du magasin ce qu'il en est de ce jeu très spécial, et apprend qu'il joue actuellement à Faeria Chronicle Online, mais nous savons que Rakuro en a déjà fini avec ce jeu, et qu'il doit donc bientôt venir ici. Quoi qu'il en soit, Rei, bien sûr, ne le sait pas, et elle se demande si elle peut battre un jeu comme celui-là. La propriétaire du magasin donne son propre avis sur la question, disant qu'une femme ne pourra pas battre un jeu aussi absurde avec des mécanismes de combat terribles, alors Rei oublie de jouer à ce jeu, et demande à la propriétaire du magasin quelle est la prémisse du jeu. Bien sûr, c'est aussi très vulgaire, mais le propriétaire du magasin mentionne que le joueur ne doit porter que des shorts et des masques, lorsqu'il est sur le point d'affronter les boss finaux du jeu. Ils trouvent tous deux cela absurde, mais ils pensent que c'est raisonnable puisqu'il s'agit d'un jeu trash, après tout. Alors qu'ils sont encore en train de discuter, Rakuro entre dans la boutique, l'air fatigué, et demande à la propriétaire du magasin si elle a des jeux trash décents. En le voyant, la propriétaire s'enthousiasme et tente de le présenter à Rei, mais en se retournant vers elle, elle s'aperçoit qu'elle s'est déjà enfuie. La propriétaire oublie alors l'affaire et change complètement de sujet, demandant à Rakuro s'il a battu le jeu Faeria Chronicle, qu'il essayait de vaincre un peu plus tôt. Rakuro, en réponse, lui dit joyeusement à quel point il a aimé terminer ce spectaculaire tas d'ordures, et mentionne spécifiquement comment le personnage secondaire de ce jeu, Faeria, l'a agacé, et c'est pourquoi il l'a tué avant de terminer le jeu.
Il commence à tout mettre sur le dos de ce personnage secondaire, affirmant que tout ce qui va mal du point A du jeu au point B est de sa faute. De plus, il reproche à Faeria d'être incompétente, car c'est à cause d'elle que la situation empire, ce qui entraîne la mort des villageois et des membres du groupe. Mais à chaque fois qu'elle est blâmée, elle parvient à rejeter la faute sur la personne qui n'y est pour rien, et s'en sort avec ses crimes. C'est pourquoi Rakuro déteste Faeria jusqu'à la moelle, à la fin du jeu, la tuer de toutes ses forces. Il n'arrête pas de dire à quel point il déteste l'existence de Faeria, et cela énerve même le propriétaire du magasin. Il explique également comment il l'a tué et explique que lorsque le boss meurt, le jeu donne au joueur une pause de 3 minutes pour se détendre, et qu'il a apparemment utilisé ce moment comme une échappatoire pour tuer Faeria. Quoi qu'il en soit, Rakuro lui-même passe à autre chose et demande au propriétaire du magasin de lui trouver un jeu poubelle, qui est encore plus poubelle que Faeria Chronicle. La propriétaire lui répond qu'elle n'en connaît pas et lui demande d'essayer un jeu qui n'est pas un jeu poubelle pour une fois. Elle lui montre la fiche qu'elle avait placée plus tôt et lui dit d'essayer ce jeu, qui s'appelle Utopia. Elle pense que chaque joueur devrait ressentir un changement de temps en temps, et lui conseille à nouveau d'essayer un jeu qui n'est pas trash. Elle lui explique qu'Utopia, ou en japonais Shangri-La Frontier, est aussi un jeu VR totalement immersif qui compte plus de 30 millions de joueurs dans le pays. Rakuro décide finalement de tenter sa chance et demande à la propriétaire de lui en dire plus sur le jeu. Elle explique qu'Utopia est en fait un jeu amusant qui a été conçu pour plaire à un large public. Elle affirme même qu'il s'agit d'un jeu d'une difficulté exceptionnelle. Il retourne dans sa chambre, se demandant toujours si un chasseur de jeux de pacotille comme lui devrait jouer à un jeu décent. Il consulte les analyses du jeu sur Internet, et apprend qu'il est sorti au printemps dernier, et qu'il a également reçu un record du monde Guinness pour le plus grand nombre de connexions de joueurs. Mais cela n'impressionne pas Rakuro, qui décide donc de vérifier d'abord le concept du jeu. Il consulte à nouveau Internet et découvre que le jeu se déroule dans un monde où une flotte de colonies est venue de l'espace et s'est éteinte. Mais avant cela, ils ont laissé une nouvelle société derrière eux, et des milliers d'années plus tard, la nouvelle colonie vit maintenant à des niveaux technologiques à peu près médiévaux. La configuration du jeu permet d'inclure sans effort des éléments de science-fiction, contrairement à Faeria, qui est si mauvais que les détracteurs se retrouvent à chercher désespérément des caractéristiques qui le rachètent. De plus, le jeu est tellement aimé par tout le monde que ces quelques détracteurs sont complètement noyés par ces dizaines de milliers de fans. En entendant tout cela, Rakuro décide finalement d'essayer le jeu et le branche sur son PC. Alors qu'il porte et allume son casque, il découvre la présentation de la société créatrice du jeu, fondée par le génial programmeur Tsukuyo Tsukiri. Apparemment, Tsukuyo est le cerveau de ce système de jeu VR totalement immersif, et est devenu un leader dans le domaine du développement de logiciels de jeu. En entendant cela, Rakuro est de plus en plus convaincu que le jeu sera bon et se demande si cela vaut vraiment la peine de jouer à quelque chose qui n'est pas nul. Son opinion change lentement lorsqu'il se connecte et se retrouve dans un vide blanc. Un menu système apparaît, demandant à Rakuro de remplir ses coordonnées et lui donnant la possibilité de créer ses propres personnages. Rakuro choisit d'abord son métier, et parmi les milliers de catégories de métiers possibles et imaginables, il choisit le métier de mercenaire, où le porteur a des lames jumelles. Ensuite, il choisit ses origines et opte pour l'errance, car il croit fermement à la chance. Ensuite, Rakuro commence à concevoir son personnage et découvre qu'il peut même choisir la race et le type de corps de son personnage. Lorsqu'il a la possibilité de choisir un site web différent, il est stupéfait, car même des détails aussi mineurs que celui-ci n'existent pas dans les jeux trash. Rakuro se lance donc à corps perdu dans la conception de son personnage et crée quelque chose d'incroyablement stupide, qui le fait ressembler à un véritable homme-oiseau. Rakuro explique qu'il se soucie beaucoup de la peau de son personnage, car il aime toujours éviter les armures afin d'obtenir les meilleures armes possibles. De toute façon, Rakuro voit qu'il y a une option pour vendre l'équipement de départ d'un joueur avant même de commencer le jeu, alors il le fait, bien sûr, et fait un énorme profit qui sera utile à l'avenir. Il donne ensuite à son joueur le nom de Saint-Rakul une fois de plus et saute complètement le prologue. Au début du jeu, Rakuro se retrouve dans une forêt très animée, où il teste d'abord les mécanismes du jeu et reconnaît à quel point la création du monde est géniale. Il ouvre la carte pour voir où il se trouve, et décide de se rendre dans une zone aléatoire au lieu d'aller dans la ville de départ habituelle pour les joueurs. Il marche dans une direction aléatoire pour se rendre à la ville la plus proche lorsqu'un gobelin lui tend une embuscade.
Bien sûr, il bat facilement le gobelin et monte instantanément en niveau. Mais c'est alors qu'un lapin lui tend une embuscade et se montre bien plus féroce qu'un simple gobelin. Rakuro se montre encore plus fort et bat ce lapin féroce et puissant, ce qui lui permet de passer au rang 4. Il apprend ainsi une nouvelle compétence, ce qui lui donne envie d'essayer différents styles de combat. En parlant d'essayer des choses, Rakuro se demande s'il va trouver des bugs dans ce jeu infâme. Mais comme il n'y en a pas, il pense qu'il peut utiliser ses compétences au maximum. C'est ce qu'il fait et commence à accumuler des points au point d'atteindre le niveau 12 en peu de temps. Grâce à cela, il obtient plus de compétences dans son inventaire et devient plus polyvalent dans ses attaques. Maintenant que la nuit tombe, Rakuro pense que c'est le moment idéal pour se rendre dans la prochaine ville afin de découvrir ce qu'est vraiment ce jeu. L'épisode commence avec ce personnage de chevalier massif, que tous les habitants du village regardent avec étonnement. Ils font remarquer que ce personnage est un symbole et qu'il appartient à un clan réputé pour ses exploits. Cependant, ils se demandent ce qu'un tel personnage peut bien faire dans leur petit village reculé. Le personnage, qui semble être une fille incarnant la personnalité de ce chevalier, commence à parler. Elle dit avoir entendu que Izutom donne le même nom à tous ses personnages, elle pense donc pouvoir le retrouver puisqu'il est impossible qu'un nouveau joueur n'arrive pas dans leur village. Ensuite, la jeune fille se réveille, enlève son casque de jeu et se lamente d'avoir manqué la personne qu'elle cherchait, se sentant triste à ce sujet. Dans cette scène, nous retrouvons Rakuro en train de combattre le serpent géant. Il commence par invoquer son SW et dit « Laissez-moi en profiter ». Il commence à attaquer le serpent géant, esquivant ses attaques, et mentionne qu'il devrait observer les mouvements du serpent pour le vaincre. Il commence à charger son énergie pour devenir plus rapide et mieux esquiver les attaques du serpent. Il se dit qu'il est encore un chef pour les débutants et pense qu'il peut vaincre le serpent sans prendre de coups. Mais à sa grande surprise, son épée se brise dès le premier coup contre la peau dure du serpent. Il décide alors d'invoquer de puissants couteaux de lapin, disant qu'il a quelque chose à essayer. Il commence à attaquer le serpent avec les couteaux, mais le serpent lui crache du venin, l'envoyant voler au loin. Il se rend compte qu'il subit des dégâts toutes les 10 secondes à cause du venin. Rakuro pense qu'il a peut-être sous-estimé le monstre, mais il décide qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Il mentionne qu'il a vaincu des adversaires bien plus faibles et que le serpent n'est rien pour lui. Il commence à dévier toutes les attaques du serpent et mentionne que le venin inflige un dégât toutes les 10 secondes. Il calcule qu'il ne lui reste que 4 minutes pour vaincre le monstre et sait qu'il a besoin d'un moyen fiable d'infliger des dégâts importants au bon moment. Il remarque que les attaques puissantes du jeu ne s'activent pas au hasard, elles semblent se produire lorsqu'il attaque parfaitement ou qu'il touche le point faible de l'ennemi. Le point faible est recouvert d'écailles résistantes, ce qui le rend difficile à toucher, mais il décide de créer lui-même un point faible. Rakuro charge sa dague d'éclair et commence à pénétrer la peau du serpent. Il réussit à percer la peau et s'exclame qu'il va donner d'autres coups au même endroit. Il commence à attaquer le serpent à l'endroit où il l'a transpercé, lui causant une douleur visible. Puis il attaque le dragon, coup après coup, mais il ne sait pas combien de points a ce gros dragon. Il saute en l'air avec un grand espoir de vaincre cet énorme serpent, se disant qu'il peut vaincre cette puissante chose sans recevoir aucun mal, et que ce n'est qu'un jeu, il ne mourra pas même s'il est vaincu. Mais à ce moment-là, le serpent l'avale. Cependant, Sanraku est très fort et parvient à ouvrir la gueule du serpent et à s'échapper. Il utilise ensuite sa capacité anti-flash pour porter un coup puissant au serpent. À ce moment-là, il invoque un autre outil tranchant de son inventaire et frappe le serpent d'un coup décisif, parvenant finalement à le vaincre après un combat acharné. Son niveau passe au niveau 14 et il est très heureux d'avoir vaincu le serpent. Il trouve ensuite du butin laissé par le serpent, notamment des écailles de serpent et des poils de serpent blanc. Il se rend compte qu'il peut vendre ces objets au marché et gagner beaucoup d'argent. Lorsque Sanraku regarde le temps restant, il s'aperçoit que le temps est compté. Il est surpris qu'un serpent de cette taille n'ait pas laissé d'autre butin que 2 objets. Il regarde à gauche et à droite, puis utilise un écran pour vérifier ses points. Après cela, nous le voyons courir sur un pont, en se disant qu'il doit acheter un billet lorsqu'il arrivera en ville. Cependant, le gros problème est qu'il ne connaît pas les magasins et les endroits de la ville, et cela lui prendra beaucoup de temps. Sanraku court rapidement, mais il est très en colère et crie à tue-tête, « Ah, ah !» La scène passe ensuite à une jeune fille nommée Maya, et son ami Rogi lui parle d'apprivoiser des monstres, en particulier des chiens, car Maya aime beaucoup les chiens, et elle n'a le droit d'apprivoiser que des animaux domestiques. Elle supplie Rogi de l'aider dans cette affaire. À ce moment-là, le garçon est surpris et très heureux, se disant qu'enfin, après 3 mois d'efforts, Maya commence à jouer au Shan Faro avec lui. Des signes d'excitation apparaissent sur son visage tandis qu'il se parle à lui-même parce qu'il ne veut pas manquer cette grande opportunité. Maya est perplexe et lorsqu'elle lui demande ce qui ne va pas,
Il se tourne vers elle et lui dit qu'il fait une petite crise cardiaque, mais que ce n'est pas grave. Il lui dit ensuite de ne pas utiliser son vrai nom car c'est une des règles du jeu de ne pas utiliser les vrais noms. Elle s'excuse auprès de lui, et lui dit qu'elle ne l'appellera plus par son vrai nom, mais seulement par le nom de Reggie. Au bout d'un moment, tous deux se retournèrent et découvrirent Senroko qui courait vers eux à toute vitesse. À ce moment-là, Maya pensa qu'un monstre approchait, et lorsqu'elle sortit son arc et le pointa, Reggie lui dit de s'accrocher car il semblerait qu'il soit l'un des joueurs du jeu. Selon les règles du jeu, si vous tuez un joueur ou un personnage du jeu, votre destin se terminera par une tête de mort à côté de votre nom, et vous serez banni du jeu. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il courait de cette étrange façon, Reggie lui a répondu qu'il pensait avoir été empoisonné par le venin du serpent. Il l'a ensuite appelé pour lui dire de se dépêcher et lui a indiqué le bâtiment blanc au bout de la rue. Reggie a expliqué à son ami qu'il avait rencontré de nombreux cas de ce genre, surtout lorsqu'ils ont commencé à jouer au jeu. Les joueurs empoisonnés par le serpent devaient atteindre la ville à temps. Finalement, Saraku atteint le bâtiment et souhaite y passer une nuit complète afin de récupérer ses principaux points. Cependant, il s'énerve contre la réceptionniste et lui crie dessus très fort, exigeant un lit pour dormir immédiatement. Il se tape la main sur le bureau à plusieurs reprises parce qu'il ne lui reste qu'un point de vie et qu'il doit dormir maintenant pour regagner ses points. La réceptionniste lui dit d'aller aussi dans la chambre sans. Saraku s'y précipite, brise la porte et saute sur le lit. À ce moment-là, ses points commencent à se reconstituer, mais il ne peut pas se réjouir car il a perdu le dernier point et meurt immédiatement. Il quitte le jeu et est très heureux de ce beau jeu. Il se souvient des conseils qui lui ont été donnés dans le jeu, notamment par Reggie, et il tient à le remercier encore une fois pour ses conseils. La scène se déplace ensuite dans la ville de Scandel, une belle ville située dans la zone pré-marécageuse. Saraku se promène dans la ville, regardant à gauche et à droite, mais il aura besoin d'une carte pour ne pas se perdre. Il a également besoin d'objets de récupération et d'un nouvel équipement, et il cherche une arme principale puissante pour remplacer son sidé à 2 lames. Il veut tirer le meilleur parti de ses efforts dans ce jeu passionnant et atteindre le sommet du classement des joueurs. À ce moment-là, les gens le regardent avec étonnement et se demandent qui est cet homme oiseau à moitié nu. Soudain, les gens se moquent de lui parce qu'il a l'air nu et qu'il a une apparence très effrayante, alors il décide d'acheter d'abord des vêtements. Il se rend dans un magasin et veut acheter ce qu'il y a de moins cher car son budget est limité. Il porte ses vêtements pour se défendre et pour éviter que les autres joueurs ne le traitent comme un fou. Ensuite, il voit un masque fourni avec la tenue, mais il décide de ne pas le porter. Il essaie ensuite de vendre la hache à main du gobelin, mais le commerçant se moque de cet objet, qu'il considère comme sans valeur. Il dit à Saraku que s'il veut quelque chose de mieux, il devra le fabriquer lui-même et apporter les matériaux. Saraku accepte et se rend directement au Marais Troublé, une région désolée où l'on peut extraire des matières premières. Cependant, lorsqu'il arrive, il n'a aucune chance de trouver des minerais de valeur, bien qu'il ait creusé pendant un certain temps. Il est frustré car il a besoin de 5 ou 6 pièces pour fabriquer une nouvelle arme de qualité, et il n'a réussi à en trouver que 2 jusqu'à présent. De plus, le terrain marécageux rend les déplacements difficiles, et la lourde pioche qu'il a achetée pour l'exploitation minière complique encore les choses. Soudain, une grenouille apparaît et saute à côté de lui. La boue éclabousse tous ses vêtements, et la grenouille ne s'arrête pas là, elle fait l'exprès de mettre la boue sur ses vêtements. Cela l'exaspère et il frappe la grenouille avec sa pioche, donnant un coup puissant qui l'atteint. La grenouille est blessée et tombe par terre sur le dos. Saraku s'approche pour l'achever, mais se déplacer dans la boue est épuisant et fatigant. Il nous informe que son armure de cuir est fabriquée à partir de la peau d'une seule grenouille et qu'elle a une grande résistance, il est donc probable que les attaques par coupure ne fonctionneront pas sur cette grenouille. Ses seules options sont les attaques de frappe et les coups de couteau. Il utilise alors sa hache à main de gobelin, qui a une lame tranchante, et donne un coup de toutes ses forces. Lorsqu'il touche la grenouille, il devient soudain très ennuyé par la longueur de ce voyage, car il ne peut pas marcher naturellement dans ce marais. Le marais ralentit considérablement les mouvements du joueur, et il se dirige en effet vers cette grenouille, persuadé qu'elle ne peut pas se lever de son dos. Il la frappe instantanément, la tue et obtient la peau d'une seule grenouille sans effort. Saraku continue ensuite à rassembler des matériaux, et d'autres joueurs commencent à arriver sur le site avec le début des vacances d'été. Il semble que la course aux ressources ne soit plus qu'une question de temps, ils doivent tous miner et frapper avec leurs pioches pour extraire les minéraux avant la tombée de la nuit. Il réussit à rassembler tous les matériaux nécessaires et retourne chez le marchand pour les lui remettre. Le marchand est ravi et stupéfait d'avoir obtenu tous ces matériaux en seulement 3 heures. Il informe Saraku qu'il y a là de quoi fabriquer quelque chose de très bien. Le forgeron ouvre la liste pour lui montrer quelle arme il peut fabriquer avec ses pierres. Saraku est impressionné lorsqu'il voit la dague troublée sur la liste et décide de la prendre. Il demande au marchand de lui en donner 2, et le forgeron commence à les fabriquer. Saraku quitte ensuite le magasin et explore le marché.
Il entre dans un magasin d'outils pour acheter de l'équipement. Pendant ce temps, le forgeron termine la fabrication des dagues et Senraku revient les chercher. Il est impressionné par la qualité de ses armes, qui conviennent parfaitement à son style de jeu puisqu'elles réduisent temporairement la résistance de l'adversaire après lui avoir infligé des dégâts importants. Le forgeron lui dit qu'il doit faire preuve de diligence pour trouver et apporter d'autres matériaux, car la fabrication d'armes fait également partie de son travail. Senraku ne comprend pas très bien ce qu'il entend par là, mais le marchand lui explique que les utilisateurs de la magie de métamorphose comme lui ne se contentent pas de fabriquer des armes, ils peuvent aussi les améliorer. Pour les forgerons, les armes sont comme des enfants, c'est pourquoi ils préfèrent utiliser le terme amélioration plutôt que le concept plus sévère d'amélioration. Seno comprend ce qu'il dit, mais il est surpris que cette personne lui parle comme s'il s'agissait d'une personne réelle et non d'un jeu. Il se demande comment une intelligence artificielle peut se comporter de la sorte. Après l'avertissement du forgeron concernant les dangereux monstres nocturnes, Senraku décide de ne pas quitter la ville avec l'armure. Il remercie le forgeron et lui fait ses adieux, impatient d'utiliser ses nouvelles dagues troublées pour combattre les créatures nocturnes mortelles. Dans la nuit, nous voyons R, le serpent géant, toujours à la recherche de Senraku dans toute la ville. Au moment où Senraku semble combattre le gobelin, celui-ci l'attaque. Senraku parvient à repousser les attaques du gobelin grâce à ses nouvelles compétences. Au milieu du combat, Senraku se rappelle ce qu'il a appris sur les monstres qui apparaissent le jour et la nuit. La plupart des monstres nocturnes ont tendance à être agressifs et puissants. Son entraînement l'a aidé à monter en niveau et à acquérir de nouvelles compétences, mais ce monstre en particulier semble exceptionnellement fort, même au-delà de ses capacités. Senraku continue d'esquiver les attaques du gobelin en utilisant habilement son épée. Il est surpris par sa propre force, ayant accumulé de nombreux points de vie et développé un style de combat qui incorpore diverses tactiques et manœuvres d'évasion. Alors que d'autres gobelins se joignent à la mêlée, Senraku se rend compte que leur nombre est écrasant. Il envisage de s'enfuir rapidement, mais les gobelins l'encerclent de toutes parts. Intérieurement, il se rappelle qu'il avait sous-estimé le jeu et qu'il l'appréciait, pensant que les jeux de première classe comme Shanga Frontier n'étaient pas si mauvais que cela. Il se souvient d'avoir affronté Shangri et le vendre dans le vrai jeu. Soudain, un monstre unique et colossal connu sous le nom de Long le Tueur de la Nuit apparaît. Senraku est frappé par la peur, surtout après s'être souvenu d'une scène précédente où Lion avait brisé sans effort un rocher avec une force considérable. Il est actuellement tôt le matin dans le monde réel, et nous voyons la chambre de Rei. Elle est secrètement amoureuse de Rakuro Senraku. En passant devant l'ours en peluche dans sa chambre, nous voyons qu'elle joue toujours à Shangri Life Frontier. Elle cherche probablement toujours à trouver Senraku dans le monde du jeu. C'est d'ailleurs ce qui semble se passer. Alors que la scène change pour montrer le monde de Shangri Life Frontier, Rei enquête sur deux joueurs à propos de l'endroit où se trouve Senraku. Ces deux joueurs, Ryage et Emiya, sont ceux qui ont brièvement vu Saku lorsqu'il essayait de trouver un point de respawn il y a quelques jours. Rage dit à Rei qu'elles l'ont effectivement vu, mais qu'elles ne sont malheureusement pas en contact avec lui. Mia devient hostile après avoir vu la silhouette gigantesque de Rei et sort son arc et ses flèches, pensant qu'elle est un monstre. Mais Rage l'arrête juste à temps et lui explique que Rei est un joueur et non un monstre. Cependant, Mia ne le croit pas, car elle ne pense pas qu'une créature aussi effrayante puisse être un véritable joueur. Rage prend donc le temps de lui expliquer qu'une fois que les joueurs deviennent plus expérimentés et vétérans, ils finissent par avoir l'air costaud et fort comme Ri. En parlant de Ri, elle ne semble pas se soucier de savoir si les autres joueurs la trouvent effrayante ou non. Elle demande à Ri s'il sait où est parti Senraku. Bien que Ri n'en soit pas sûr, car il est très intimidé par Rei, il explique qu'il a vu Senraku courir à l'intérieur de la ville lorsqu'il a été empoisonné par le boss Python. En apprenant que Saku se trouve dans la deuxième ville, Ri a du mal à y croire, car elle ne peut pas imaginer qu'elle soit si proche de son béguin. Elle n'arrive pas non plus à comprendre comment Senraku a pu vaincre le boss du Python vorace sans même avoir visité la ville de départ et utilisé l'équipement de départ. Quoi qu'il en soit, elle remercie Rage et Mia de lui avoir donné ces informations cruciales et leur offre en échange un objet nommé coordinateur de téléportation. Maintenant que les formalités sont terminées, Rei prend congé d'elle en toute hâte et s'éloigne de là, littéralement à la vitesse de la lumière. Après l'avoir perdue de vue, Mia demande à Rage s'il a la moindre idée de qui elle est. D'après ce que sait Rage, il a reconnu l'emblème sur la cape de Rei, et cet emblème appartient à un clan ou une guilde qui se concentre sur la lutte contre un monstre unique comme lui, le Night Slayer. Apparemment, les monstres uniques sont une classe spéciale de monstres ayant à la fois un nom et un titre. La plupart des monstres, lorsqu'ils sont battus ou capturés, réapparaissent après un certain temps. Mais dans le cas des monstres uniques, il n'y en a qu'un seul dans tout le monde frontière de Shangri Life. Selon certaines spéculations, il y a 7 monstres uniques dans Shangri Life Frontier, mais on ne sait pas grand-chose à leur sujet. Pour chacun de ces monstres uniques, également connus sous le nom de Colassi en raison de leur forme et de leur taille colossale, les meilleurs joueurs ont formé des clans dont l'objectif est de les éliminer.
Ray, membre de l'un de ces 7 clans, est celui qui se concentre sur les Colassi. En parlant de Colassi, notre personnage principal est tombé sur ce même Colassi et est probablement sur le point de mourir de sa pire mort dans un jeu. Pendant qu'il se fait botter les fesses, Raj explique à Mia les caractéristiques de ces monstres uniques, en lui disant que même si le jeu compte plus de 30 millions de joueurs, personne n'a réussi à vaincre un seul Colassi. Et ce n'est pas parce que ce nouveau venu est le personnage principal que ce record va être battu. Alors que les nuages se dissipent dans le ciel, la lune éclaire mieux et révèle l'apparence de ce monstre unique. Sanraku parie ses couilles que s'il reçoit un seul coup de ce Colassi, il est comme mort. Mais il n'abandonne pas pour autant le combat, car il veut voir de quoi il retourne dans ce jeu. Alors que le Colassi fonce sur lui avec une attaque de patte, Saku la bloque avec sa dague et prend le combat à bras-le-corps. Il fait comprendre qu'il ne recule pas, ce qui incite Colassi à vouloir le tuer. Alors qu'il se prépare à une nouvelle charge, Sanraku bluffe en disant qu'il n'aura même pas besoin de souffler pour tuer cette bête. Même si ses expressions faciales et son excès de confiance disent le contraire. Alors que son cœur commence à battre la chamade, il révèle qu'il n'a réussi à bloquer l'attaque de Colassi que grâce à sa compétence appelée Perfect Parry, qui lui permet de parer l'attaque physique d'un ennemi s'il l'exécute au bon moment. Réalisant que sa dague principale ne tiendra pas longtemps s'il continue à parer avec elle, Sanraku équipe sa dague rouge précédente et saute directement sur le Colassi, lui infligeant un coup critique. Il continue d'esquiver et porte un autre coup critique, ce qui ne fait qu'exaspérer encore plus le Colassi. Il se cache alors dans les profondeurs de l'ombre et attaque Sanraku quand il ne regarde pas. Mais Sanraku sent l'attaque venir par derrière et l'esquive sans même prendre une égratignure, ce qui rend le Colassi si furieux qu'il disparaît à nouveau dans l'ombre. Alors qu'il attaque Sanraku avec une attaque encore plus puissante, ce dernier augmente également sa vitesse et continue d'infliger des coups critiques à ce monstre qui brise les règles du jeu. Le Colassi continue de jouer avec Sanraku et active sa compétence cachée de téléportation pour être encore plus rapide. Bien que Sanraku soit nerveux cette fois-ci, il ne laisse pas ce sentiment prendre le dessus sur son excitation pure et continue de parer avec le Colassi pendant un bon moment. Bien que le système ait montré des centaines de fois que Sanraku a infligé des tonnes de coups critiques, il ne voit toujours pas les dégâts qu'il a causés à cet être colossal. De plus, à cause de toutes ces attaques, la deuxième arme de Sanraku est totalement ébréchée et commence à se désagréger. Il cherche donc un point faible dans le Colassi avant que ses armes ne s'épuisent. Mais même lui sait que ce n'est pas possible, car il est bien trop éloigné du colosse pour l'instant. Mais c'est ce qui fait que les solitaires comme lui et moi se distinguent, en s'imposant à quelqu'un qui n'est clairement pas dans notre catégorie. Quoi qu'il en soit, Sanraku est maître hors de la portée de quelqu'un et adore les défis. Il fait une nouvelle fois l'éloge de ce jeu d'exception qu'est Shangri Life Frontier. L'adrénaline monte en lui et il continue d'infliger des coups critiques au Colassi, le frappant directement dans les yeux. Mais au lieu d'être un point faible, les yeux semblent être faits d'un métal incassable, car Saku n'arrive même pas à y faire une égratignure. Cette fois, le Colassi devient trop enragé et rugit comme un loup, comme s'il essayait d'appeler ses compagnons de meute ici. La force des rugissements du Colassi est si forte qu'elle gèle même Sanraku, qui se trouve en plein vol. Les nuages recouvrent à nouveau la lune, ce qui fait que le Colassi s'estompe dans l'ombre, mais il ne disparaît pas, et il attaque à nouveau Sanraku, avec encore plus de férocité. Il lui coupe les 2 jambes, l'empêchant de se déplacer comme un singe. Alors que Sanraku n'en revient toujours pas, Colassi attend sa mort et les points de vie de Sanraku ne sont plus que d'un seul. Il admet que le Colassi est absurdement fort et admet également sa propre défaite. Mais Sanraku n'est pas du genre à abandonner. Il annonce à Colassi qu'ils se retrouveront bientôt, et qu'à ce moment-là, c'est lui qui sortira vainqueur de l'affrontement. Lorsqu'il meurt de la morsure de Colassi, il se voit appliquer une malédiction appelée la marque de Lion et renaît dans son auberge. Lorsqu'il se relève, il trouve de nombreuses marques de Colassi sur son corps. Bien qu'il s'agisse d'une malédiction, aucun équipement ne peut être équipé sur le corps où Colassi a fait une marque, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'armure pour Monsieur Sanraku à moitié nu. Il se rend compte qu'il est complètement foutu à cause de la malédiction, et que son équipement a également été détruit parce qu'il le portait pendant qu'il se faisait marquer par l'aine. Conscient que le seul moyen de se débarrasser de la malédiction est de vaincre Colassi, Sanraku maudit le jeu lui-même pendant un certain temps. Mais alors qu'il recommence à ressembler à un drôle de monstre, il cesse d'exagérer et réaffecte ses points de compétence afin de ne plus être un faible. Mais quelle que soit la façon dont il réattribue ses points, il reste toujours aussi fragile que du verre, ce qui lui fait réaliser qu'à cause de cette malédiction, il est devenu si fragile qu'il mourra s'il est frappé par n'importe quel monstre, y compris la bave. Il décide donc d'investir tous ses points d'expérience dans la chance, espérant que le destin sera la seule chose qui le sauvera de cet enfer. Ce faisant, un lapin apparaît devant lui et le guide jusqu'à l'impasse. Le lapin lui montre alors une porte cachée et lui révèle qu'il s'agit en fait d'une invitation du lapin Usa. En voyant ce scénario unique,
Sanraku se souvient qu'il a lu que ce jeu comportait un grand nombre de quêtes secondaires impliquant des PNJ, et qu'il devait s'agir de l'une de ces quêtes secondaires uniques. Sanraku espère donc que tout ira pour le mieux et ouvre la porte qui le mène dans une pièce étrange. Il se rend compte qu'il a dû débloquer ce scénario unique grâce à sa chance soudaine. Mais ce qu'il ne remarque pas, c'est que le niveau minimum requis pour accepter cette quête est le niveau 80, alors qu'il n'est qu'au niveau 28. Cela signifie simplement que sa chance est sur le point de s'effondrer. Quoi qu'il en soit, Sanraku se rend à la ville des lapins appelée Rabbitusa, où toutes les créatures sont des lapins. Le lapin qu'il a invité lui souhaite la bienvenue à Lapin Usa et lui dit que tout le monde à Lapin Usa est devenu un grand fan de lui du jour au lendemain. Apparemment, le fait qu'il soit super faible mais qu'il ait quand même le courage de se battre contre les Colassi a fait que le peuple des lapins de Lapin Usa s'est pris d'affection pour lui. Cette lapine blanche affirme que Sanraku est considéré comme l'incarnation de l'âme d'un lapin vorpal en raison de sa nature courageuse. Elle aussi espère qu'un jour elle pourra être quelqu'un d'aussi audacieux que lui. Sanraku ne pense pas qu'il devrait recevoir autant de respect, lui qui n'a même pas réussi à faire une égratignure sur le Colassi. Mais le lapin blanc, Emule, lui dit que peu importe sa faiblesse, ce qui compte c'est qu'il se soit montré attachant. Selon Emule, grâce à son courage, même le Colassi ne le traite plus comme une simple proie, mais comme un congénère. Ainsi, au vu des grandes actions de Sanraku, le grand patron d'Usa a insisté pour lui parler et lui a demandé une audience. Maintenant que l'explication est terminée, Emule dit à Sanraku de la suivre et le conduit à l'endroit où se trouve son patron. Alors qu'ils entrent dans le palais du lapin d'Usa, Emule dit à Sanraku qu'il est le premier à avoir la chance de venir ici, ce qui signifie qu'il s'agit d'un scénario tout à fait unique. De plus, le patron d'Emule n'a pas l'air d'un joli lapin et a en fait le corps d'un ours, plus ou moins. Sanraku est complètement choqué et se demande ce qu'il fait ici. Malheureusement, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé mon récapitulatif, dites-le moi dans les commentaires et aimez cette vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions vous proposer les récapitulatifs des prochains épisodes de cette passionnante série animée fantastique. Jusqu'à la prochaine fois, restez prudents et prenez soin de vous.